Bienvenue dans le MAG, votre émission quotidienne sur School TV. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales ou nationales. Et aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Alix. Au sommaire de cette édition, alors que la COP28 se tenait il y a encore quelques jours à Dubaï, une enquête fraîchement publiée par l'UNICEF nous apprend que la moitié des jeunes interrogés dans 55 pays ne saisissent pas la signification du terme changement climatique. Des résultats préoccupants pour l'UNICEF, compte tenu notamment du rôle crucial que la jeunesse est appelée à jouer dans la lutte contre le changement climatique. L'étude met en évidence la nécessité d'une sensibilisation plus efficace. Mathilde Lécluse, chargée de programme plaidoyer climat et nutrition à l'UNICEF France, nous en dit plus dans cette émission. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu ? Eh bien, dans la loupe, je vous parle d'engagement et plus précisément d'un service civique en faveur de l'environnement. Et c'est dans un instant, c'est parti pour une nouvelle édition. Bonjour Mathilde Lécluse, vous êtes donc chargée de programme plaidoyer climat et nutrition à l'UNICEF France. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravie d'être ici avec vous. Donc je le disais, une nouvelle enquête publiée par l'UNICEF révèle que la plupart des enfants et des jeunes disent avoir entendu parler du changement climatique, mais que seulement la moitié d'entre eux comprennent de quoi il s'agit. Pourquoi c'est alarmant ? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en effet, 85% des jeunes sont conscients qu'il y a ce phénomène du changement climatique. Donc on peut déjà avoir... c'est une bonne chose, c'est beaucoup plus qu'avant. Et c'est quelque chose de positif. Mais ce qui nous alarme, c'est que seulement en fait la moitié des jeunes sont capables d'identifier clairement la définition du changement climatique. Et donc des lacunes en fait sur leurs connaissances en termes d'environnement qui sont importantes pour nous parce que on a la preuve à travers nos activités dans presque 190 pays que quand on a une bonne connaissance de ce qui se passe, du changement climatique, qu'on arrive à comprendre exactement ce qu'il en retourne, on est plus à même d'agir, on est plus à même d'être force d'initiative, on est plus à même de changer son mode de vie et aussi de se préparer parce que cette enquête en fait montre aussi, c'est des inégalités de connaissances à travers le monde et donc en particulier les pays les plus vulnérables, les plus à risque au changement climatique sont les pays qui sont les moins bien informés, qui ont des plus grandes lacunes dans les connaissances sur ce que c'est, ce qu'il en retourne et quelles sont les solutions. Et c'est ça qui nous inquiète finalement le plus. Et on va y revenir, mais qu'est-ce qui, pour bien comprendre, qu'est-ce qui est justement mal saisi ? Ce sont les causes et les conséquences ? Oui, c'est ça, c'est le savoir en fait général sur le changement climatique. Donc ce sondage qui est fait avec Gallup pose des questions assez simples en fait aux jeunes, donc c'est des jeunes de plus de 15 ans dans 55 pays du monde qui du coup doivent répondre sur la définition de ce qu'est le changement climatique. Donc est-ce que c'est je crois que la question c'était exactement est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques chaque année ou est-ce que c'est un phénomène sur le long terme dû à l'intervention des activités humaines qui fait qu'il y a un réchauffement de l'atmosphère, davantage de gaz à effet de serre et donc des phénomènes à évolution lente et des phénomènes extrêmes de plus en plus importants. Et donc la plupart ne savaient pas répondre en fait entre ces deux définitions. Et comment seulement 50% donnaient la bonne définition. Comment on explique ce niveau de méconnaissance ? On l'explique assez facilement en fait. Je pense qu'on a tous été à l'école et qu'on se souvient très peu de notre enseignement sur l'environnement par exemple. Et donc, je parle pour ma part, par exemple, j'ai 25 ans, le changement climatique, il ne date pas des 25 dernières années, même si on a plus de connaissances maintenant. Et encore maintenant, même dans les curriculums français, il y a assez peu d'enseignement sur l'environnement déjà en général, sur ce qu'on peut mettre en œuvre, mais encore moins sur vraiment le changement climatique qui paraît être un sujet parfois un peu trop technique, alors qu'il y a en fait plein de façons de se renseigner sur le changement climatique et que ce soit en fait pour toutes les catégories d'âge.
que ce soit accessible finalement pour tout le monde. Et on a vraiment développé à l'UNICEF des moyens pour faire en sorte que chaque catégorie d'âge puisse comprendre à son niveau les connaissances dont elle a besoin pour pouvoir agir à son niveau, encore une fois. Et ce sondage est la deuxième édition du projet Changing Childhood. Quelle est l'ambition de ce projet ? En fait, c'est une enquête internationale qui explore les expériences, les opinions des générations sur l'enfance et le monde actuel. Le but, c'est de couvrir différents thèmes, donc le changement climatique, les sources d'information, la confiance dans ces sources d'information, l'identité. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes se sentent plus des citoyens du monde qu'avant ? C'est le cas. Ça, c'est aussi un des résultats de ce sondage. Mais le but, voilà, c'est vraiment de saisir quelle est l'opinion des jeunes, comment ils se sentent et quelles sont leurs connaissances sur certains sujets de société comme le changement climatique. Et le but de ce projet et l'étude en 2021, ce qu'elle avait monté, c'est qu'en effet, l'enfance en tant que telle est en train d'évoluer. Et Mathilde, vous le disiez, dans cette enquête, on apprend aussi que les jeunes les moins informés sont aussi les plus exposés aux impacts du changement climatique, comme le Pakistan, la Sierra Leone ou le Bangladesh. Les inégalités, elles se traduisent aussi dans le manque d'informations ? Oui, tout à fait. En fait, là, on rentre dans le vif de mon sujet et de ce que je fais à l'UNICEF France, c'est essayer de combler justement ces gaps à la fois de connaissances, de moyens, de ressources pour lutter contre le changement climatique. Et donc c'est pour ça que ce sondage est tant important aujourd'hui, alors qu'on est en plein milieu de la COP28 et que l'UNICEF du coup demande une hausse de la participation et des financements pour les jeunes pour combler ces gaps. Et donc comme je le disais, c'est d'autant plus important que ce sont les plus touchés. Vous citiez le Bangladesh, c'est l'un des pays le plus exposés au changement climatique, aux aléas climatiques, et seulement 27% des jeunes ont pu donner la bonne définition de ce que c'était le changement climatique. Et finalement, et avec un peu de cynisme, on peut dire que l'éco-anxiété, c'est une forme de privilège, en fait. C'est les plus informés et donc les mieux lotis qui sont... Qui finalement peuvent s'autoriser, se permettre de ressentir un peu d'éco-anxiété. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais autre chose, c'est que l'éco-anxiété, elle peut être ressentie finalement, même si on n'a pas les bonnes connaissances. C'est-à-dire que si on reprend le cas du Bangladesh, ça reste l'un des pays les plus avancés au monde en matière d'adaptation au changement climatique parce que les effets sont déjà très importants avec les inondations chaque année. Et donc, ça peut créer de l'anxiété pour les populations de voir des événements extrêmes sur leur territoire, même s'ils n'en ont pas une compréhension fine et qu'ils ne peuvent pas directement expliquer de quoi il s'agit. L'anxiété, c'est quelque chose qui se contrôle moins et qui peut juste être lié à ce que l'on ressent. Et que ce soit, par exemple, le Bangladesh ou la Somalie ou le Soudan du Sud ou l'Éthiopie, où il y a des sécheresses là, très fortes, plutôt dans la corne de l'Afrique, ça crée beaucoup d'anxiété aussi, même si on ne comprend pas forcément de ce qu'il en retourne et comment on peut expliquer ce phénomène. Et justement, cette éco-anxiété, vous la prenez en compte dans l'étude ? Est-ce que vous les sondez, les jeunes, quant à ce stress ? Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose qui ne ressort pas forcément particulièrement de cette étude. L'étude se focus davantage sur la compréhension du phénomène. L'éco-anxiété, on a plus sur quelque chose lié à la santé mentale, donc on sort un peu du cadre de l'étude, mais sans aucun doute, les jeunes sont très touchés par cette problématique. Et parmi les facteurs énoncés par l'étude, il y a notamment la problématique de la confiance dans l'information. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes, aujourd'hui, se renseignent majoritairement sur ce qui se passe dans le monde. Donc leur principale source d'information, c'est les réseaux sociaux. Qu'ils ont une confiance qui n'est pas très haute dans les réseaux sociaux. Seulement 26% d'entre eux croient vraiment ce qu'ils lisent. Après, il y a aussi plusieurs façons de se renseigner sur les réseaux sociaux et ça demande parfois un peu de pédagogie aussi. Que pour autant, c'est la génération qui se renseigne le plus via cette méthode et qui croit le plus dans ce qu'elle lit sur les réseaux sociaux, même si pour autant la confiance est faible. Donc c'est un résultat assez un peu plus fin à comprendre.
ça explique aussi pourquoi, je pense, et c'est ce que dit l'étude, la génération la plus jeune se sent plus connectée au monde, se sent plus citoyenne du monde, et c'est en partie lié à cette source d'information qui est internationale. Alors effectivement, même si les jeunes sont des citoyens du monde à part entière aujourd'hui, surtout dans l'écologie, c'est vrai que ce que montre l'enquête, ça paraît assez fou. Les jeunes les moins informés sont aussi les plus exposés au changement climatique. Ça traduit quoi finalement du rapport qu'on a au changement climatique? Ça veut dire qu'il faut un certain recul pour le nommer? Non, ça signifie surtout qu'on a des lacunes dans l'éducation, qu'on a une crise des apprentissages aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde, que l'éducation, même si elle n'est pas parfaite dans les pays à plus haut revenu, il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui vont à l'école, beaucoup plus d'enfants qui ont accès à l'information, que une grande partie de l'information sur le changement climatique est produite dans les pays aussi à plus haut revenu, qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'informations qui viennent des pays avec des revenus intermédiaires ou plus faibles, mais que c'est encore très difficile pour les chercheurs de se faire entendre, d'avoir accès aux médias, et de diffuser jusqu'aux plus jeunes en fait cette information. Donc on a vraiment des solutions. On a des solutions mises en place notamment par l'UNICEF, c'est-à-dire que moi, je vois deux finalement groupes de solutions. C'est la hausse des financements pour l'éducation en tant que telle, donc l'éducation et de tous les apprentissages confondus, que ce soit sur le changement climatique, les pratiques de santé, les maths, la langue du pays, les langues souvent, et aussi du coup la nécessité aujourd'hui de revoir nos méthodes éducatives et ce qu'on inclut dans les programmes scolaires, et donc d'inclure le changement climatique, mais surtout au fait de mobiliser les jeunes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données, il faut réussir à les transmettre, et pour ça l'UNICEF a créé, en partenariat avec beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'outils en fait sur par exemple la réduction des risques et des catastrophes. Nous avons créé des outils qui sont accessibles aux jeunes, c'est-à-dire des informations qu'ils sont capables de comprendre pour tout âge, et qui peuvent leur donner des clés pour, par exemple, répondre en cas je sais pas, de cyclone, d'inondation, de tremblement de terre, qui vont leur permettre de réagir et d'avoir les bons outils. Donc c'est très important cette éducation, mais il faut encore plus de financement, et il faut une mobilisation et une compréhension au plus haut niveau du besoin des jeunes à être formés, à être engagés finalement dans cette lutte contre le changement climatique. Et donc, Mathilde, on peut le dire, ce niveau de méconnaissance, ce n'est pas le signe d'un désintérêt des jeunes face aux problématiques liées au climat, mais plutôt le fruit d'un manque de sensibilisation. C'est exactement ça. En fait, les jeunes sont sûrement la génération la plus touchée par ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est leur futur, c'est le futur même de leurs futurs enfants. Les enfants sont disproportionnellement touchés par le changement climatique. Les enfants supportent la plupart des effets, c'est-à-dire que leur santé est la plus impactée par le changement climatique, plus que celle des adultes. Les enfants sont les plus impactés lorsqu'il y a des catastrophes. Ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, ils n'ont pas les mêmes capacités physiologiques. Ils sont les plus impactés par la pollution. Donc, en fait, ce sont vraiment la catégorie de population aujourd'hui la plus vulnérable au changement climatique. Donc, bien sûr qu'ils sont concernés. On le voit, les marches sur le climat, le mouvement Fridays for Futures, la plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui des LCOI, des locales conventions des jeunes organisées dans beaucoup de pays, qui en fait se mettent autour d'une table pour trouver des solutions, et qui après portent ces solutions auprès des pouvoirs publics, du président de la République, des acteurs qui sont en train de négocier aujourd'hui à la COP les solutions de demain. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'implication finalement de ces acteurs-là, donc de nos gouvernements, à faire en sorte de former les jeunes et de les écouter et de leur donner la place en fait pour pouvoir parler et participer. Donc en fait, c'est un renforcement des capacités des jeunes qui manque aujourd'hui. Et on a beaucoup d'outils. Ce qu'il faut maintenant, c'est des investissements et une vraie volonté politique de mettre cette connaissance directement dans les programmes scolaires, parce que c'est là qu'on touchera le plus de jeunes. Et selon vous, aujourd'hui, chaque jeune devrait s'engager pour la préservation du climat ?
Chaque jeune devrait avoir les informations en fait. Chaque jeune devrait avoir la possibilité d'avoir accès à ses connaissances et pour ensuite avoir la liberté ou non de s'engager, ce qui est un choix davantage individuel. Mais en fait, une fois qu'on a les connaissances, on s'engage beaucoup plus facilement. Une fois qu'on sent aussi qu'on a la légitimité pour pouvoir parler, on va parler plus facilement. Donc il est important aujourd'hui de renforcer vraiment les capacités de la jeunesse sur le changement climatique, l'environnement en général, et d'écouter toutes les catégories d'âge et ce qu'elles ont à dire sur ce sujet-là. Il est important également de leur donner des solutions, parce qu'on ne peut pas seulement parler du problème, on ne peut pas seulement expliquer tout ce qui va pas bien. C'est extrêmement important de vulgariser, de rendre, avec pédagogie, d'expliquer ce qui se passe et la gravité de la situation et les besoins d'agir. Mais il est encore plus nécessaire de leur présenter les solutions à leur échelle. Et c'est ce que fait l'UNICEF dans ses programmes en donnant davantage de place en fait à l'innovation des jeunes, en leur montrant comment ils peuvent agir aujourd'hui avec les nouvelles technologies ou depuis leur pays, depuis leur localité, vraiment depuis des fois des endroits même les plus reculés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour agir. Et les jeunes vont beaucoup plus s'engager, je pense, dans tous les pays, s'ils ont l'impression de pouvoir agir et qu'ils sont écoutés et qu'ils ont des leviers d'action, vraiment. Donc ça demande de l'éducation, de la pédagogie, de l'information. Et justement, focus sur des jeunes qui s'engagent. C'est parti pour la loupe d'Agathe. Agathe, tu nous parles d'engagement. Et oui, on connaît tous le service civique qui est un engagement volontaire destiné aux 16-25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap, qui permet aux jeunes de s'investir de 6 mois à 1 an au service de la société. Alors si certaines personnes s'engagent pour des actions humanitaires ou culturelles, d'autres pallient l'éco-anxiété en se rendant actifs sur le terrain. Lancé en mars 2022, le programme de service civique Jeunes et Nature permet aux jeunes de s'engager en faveur de la biodiversité. Alors, quoi de mieux qu'une expérience de terrain pour comprendre et répondre aux enjeux climatiques sur différents territoires en France. Les jeunes sont complètement intégrés aux missions avec les scientifiques. Ils vont pouvoir faire des suivis de protocoles, des ramassages de déchets, pouvoir valoriser des espaces naturels en faisant de la médiation ou des animations. Alors, si comme Julie et François, vous souhaitez vous engager dans une mission qui donne du sens, c'est ouvert. Je propose d'écouter leur témoignage. J'aurais dit, allez, 110, 120. Rien qu'au premier plan. Je suis en train d'observer des oiseaux qui sont posés sur l'estran pour pouvoir après le recenser dans une base de données et après voir au long terme s'il y a une évolution au fil des ans ou pas. J'ai fait un BTS GPN, gestion et protection de la nature. Et suite à ça, j'ai voulu enchaîner sur une licence pro, mais malheureusement, mon dossier n'a pas été retenu. Et du coup, pour pouvoir renforcer mon dossier et acquérir de l'expérience, j'ai décidé de faire un service civique au parc naturel marin du bassin d'Arcachon pour pouvoir augmenter mes chances d'être prise l'année prochaine en licence pro. Alors là, on fait un protocole de suivi des macrodéchets sur les plages du bassin d'Arcachon. Donc c'est un protocole qui est déjà mis en place depuis quelques années et où on cherche en fait tous les macrodéchets qui sont supérieurs à 2,5 cm. Le but, c'est d'identifier leur provenance, si c'est plutôt des déchets qui proviennent des touristes ou alors des déchets de la pêche professionnelle en mer, de l'ostréiculture. Alors moi, j'ai fait un master sciences de la mer et cherché une porte d'entrée dans les parcs naturels marins. Donc le service civique, c'est vraiment super parce que ça permet d'avoir une vraie expérience professionnelle qui permet de développer ses compétences, d'en acquérir des nouvelles pour trouver du travail. Vous l'aurez compris, le service civique, ça permet de développer des compétences avec des professionnels, mais c'est aussi l'occasion parfaite pour rencontrer des gens engagés et passionnés. Merci beaucoup, Agathe. Mathilde, autre fait marquant, l'étude révèle que 27% des jeunes interrogés se considèrent comme des citoyens du monde, ce qui est plus élevé que pour n'importe quel autre groupe d'âge. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici ? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, ils ont un accès à des informations qui viennent de partout dans le monde. Qu'on est dans une société de plus en plus mondialisée, que les problèmes aussi que nous rencontrons, notamment le changement climatique, sont des problèmes
globaux, des problèmes mondiaux qui appellent à une solution commune de tous les pays du monde. C'est d'ailleurs pour ça que les COP sont si importantes et qu'elles continuent d'être organisées et qu'elles ont du sens. C'est parce qu'on sait qu'il faut une solution qui vient de la part de tous les pays et même de tous les citoyens. Donc je pense que les jeunes n'ont pas davantage conscience en fait de peut-être de ces problématiques. Aujourd'hui aussi, on nous parle de beaucoup de choses dans les informations qui sont des crises globales, des crises que nous rencontrons ici et que en France et que d'autres personnes à l'autre bout du monde rencontrent, que ce soit la pollution. Parfois, ça peut être des crises économiques ou sociales et nous les partageons pour la plupart tous. Nous avons cet accès privilégié à l'information et je pense que ça change en effet d'une génération à l'autre, cette conscience. Donc c'est un peu le constat positif de cette étude, cette conception plus large du monde, elle contribue à une meilleure connaissance des enjeux climatiques aussi. Elle contribue à ça et elle contribue aussi à quelque chose de fondamental, c'est la conscience que la solution sera collective et commune et non pas que si un pays agit et qu'il est ambitieux, c'est très bien, mais ce ne sera jamais suffisant. Il faut que tous les pays soient à bord. Les plus polluants également. On sait que cette COP aujourd'hui fait beaucoup débat, mais en fait, c'est les pays pour l'instant les plus polluants qu'il faut davantage convaincre et la jeunesse là-bas aussi de s'activer, d'agir pour convaincre leurs décideurs politiques du pays dans lequel ils veulent vivre et des changements qu'ils veulent voir apparaître dans leur pays. D'où cette importance en fait de l'unité en fait de la jeunesse. Et justement, vous le rappelez depuis le début de cette émission, ces jeunes citoyens du monde sont particulièrement vulnérables et l'importance de leur contribution dans la lutte contre le changement climatique est indéniable. Pourtant, l'étude met en lumière le déficit flagrant de leur représentation dans les processus décisionnels. Comment l'explique-t-on ? Alors aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de la COP, les jeunes n'ont pas vraiment une place à la table des négociations. Les personnes qui ont une place à la table des négociations, c'est les équipes qui sont décidées par chaque pays, qu'on appelle les équipes de négociation dans les délégations. Nous, notre demande à l'UNICEF, c'est que dans ces équipes de négociation, on laisse aussi parler des jeunes légitimes, des jeunes souvent élus dans leur pays par des entités qu'ils ont eux-mêmes créées, par des mouvements de jeunes. On demande de les écouter parce qu'on pense que leurs messages sont d'autant plus légitimes qu'ils sont les premiers touchés. C'est vrai qu'aujourd'hui, peu de choses sont faites. Il y a quand même au niveau, je veux dire, des négociations, mais tout autour et à la COP, il y a quand même en fait énormément de jeunes qui se mobilisent, qui sont présents, qui se font financer leur voyage jusqu'à là-bas parce qu'ils savent à quel point c'est important que leur voix soit représentée aussi. Moi, je suis en contact avec des personnes de différents réseaux qui rencontrent des ministres, des présidents de différents pays et qui leur portent leurs recommandations de vive voix. Ils se sont déplacés là-bas aussi et ils sont en fait quand même très présents. Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est à être écoutés. Mais selon vous, justement, pourquoi sont-ils si négligés ? Pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas ce statut parfois d'experts. Ce ne sont pas des personnes qui travaillent au sein des ministères, ce sont encore des jeunes en formation. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que les négociations sur le climat notamment sont considérées comme un sujet très technique. Et en fait, quand après certaines personnes, des ministres, des présidents, des négociateurs rencontrent des jeunes, ils se rendent compte en fait du niveau de ces jeunes sur les sujets qui est en fait excellent. Enfin, énormément de jeunes maîtrisent des sujets très compliqués. Ce sont des jeunes à partir de 14-15 ans jusqu'à 25-26 ans qui en fait des fois ont passé plus de 10 ans à suivre les négociations COP, à se renseigner, à lire des rapports du GIEC, plus que certaines personnes qui sont considérés comme experts et qui sont à la COP. Donc en fait, ils ont toute la légitimité, juste elle n'est pas comprise avant que ces personnes qui prennent les décisions, les ministres, tous les politiciens présents à la COP prennent le temps de les écouter, de se rendre compte en fait du niveau qu'ils ont en face d'eux. Et selon vous, selon l'UNICEF plus précisément, est-ce que cette COP 28 a pris suffisamment en compte la protection des enfants ?
Alors là, non. Je pense que la réponse, elle est très facile sur cette question. C'est encore récent, la mobilisation, nous, pour la protection des enfants, et pourtant, c'est une urgence. Aujourd'hui, on a 1 milliard d'enfants dans le monde qui sont particulièrement à risque, qui sont très exposés, vulnérables au changement climatique. C'est la moitié des enfants du monde. On a un enfant sur 3 qui souffre de pénurie d'eau. Donc nous, on essaye de rapporter le maximum d'expertise car on est présent partout dans le monde et qu'on a accès à énormément de données. On en fait des rapports très bien construits qui portent sur beaucoup de sujets, à la fois sur les impacts que les enfants subissent, donc les inondations, les sécheresses. On arrive à avoir des chiffres assez précis du nombre d'enfants exposés à ces aléas. On arrive à avoir des chiffres assez précis des investissements nécessaires dans chaque secteur pour forger la résilience, construire la résilience de ces enfants, notamment par exemple dans le secteur de l'éducation, des écoles, qui est un des secteurs les plus importants bien sûr, parce que la continuité de l'éducation en temps de crise, qu'elle soit une crise humanitaire liée à une crise climatique ou autre, est très importante. Donc non, aujourd'hui ce n'est pas vraiment pris en compte, mais c'est parce que cette information, il faut encore qu'elle soit écoutée, entendue. Aujourd'hui, nous, quand on porte le sujet des enfants, des droits des enfants, et avec à notre appui l'observation générale du Comité des droits de l'enfant publiée en août, qui revient sur la responsabilité des États de protéger les enfants face au changement climatique, eh bien les États nous écoutent déjà. On a une écoute, ça c'est quelque chose de positif, mais ne voient pas forcément encore dans quelle partie des négociations on devrait placer la protection des enfants. Et là, nous leur apportons des recommandations assez précises liées aux différentes négociations de la COP28. Donc par exemple, en termes d'adaptation au changement climatique, il est très important de cibler les publics les plus vulnérables, et notamment les enfants. Il est important de cibler par exemple les écoles. On parlait du coup d'éducation, et en fait il peut y avoir plusieurs actions possibles en faveur des enfants et de l'éducation et des écoles. D'abord, il faut réduire l'empreinte carbone des écoles, mais il faut aussi les adapter aux inondations, aux sécheresses, pour que les enfants qui continuent en fait de bénéficier d'une éducation lors de ces aléas. Donc il faut des écoles qu'on dit résilientes au changement climatique. Il faut appuyer les familles pour qu'ils puissent continuer d'aller à l'école. Il faut enseigner aux enfants les bonnes pratiques. Et tout ça, ça demande des actions ciblées sur l'enfance. Et une action aussi globale soit-elle aujourd'hui n'est pas en fait suffisante pour protéger les enfants. Par exemple, aujourd'hui on a des programmes d'adaptation qui visent à adapter la plupart des secteurs. Mais si on n'a pas une approche sur l'enfance, on va peut-être louper certains points de vulnérabilité, et donc ne pas réussir à forger une résilience des enfants suffisante pour les protéger. Donc c'est nos messages, et c'est ce qu'on essaie de faire passer à la COP cette semaine encore. Voilà. Merci beaucoup Mathilde Lécluse. Je rappelle que vous êtes chargée de programme plaidoyer climat et nutrition à l'UNICEF France. Merci à toi Agathe. Lundi, Patrice Boisfer revient aux manettes du MAG pour une nouvelle édition.